Bismillah. Longue fut la chevauchée des deux compagnons dans une contrée au relief mouvementé, jusqu'au jour où, sur de hauts plateaux, ils découvrent un pays plat, dépourvu de forêt. Là, les chevaux peuvent trotter et galoper à leur aise, tantôt marchant côte à côte, tantôt l'un derrière l'autre, semblant s'ignorer, parfois jouant la course, parfois ralentissant l'allure, suivant leur humeur du moment. Le jeune écuyer et son compagnon singe, redevenus de simples voyageurs, les laissent aller, ne parlant guère. Contrairement à leurs chevaux, ils trouvent la région un peu trop déserte à leur goût. Surtout Pacaille, qui n'aime guère se nourrir de racines et de baies sauvages. Enfin, au terme du troisième mois de la nouvelle année, ils aperçoivent avec soulagement la silhouette d'une citadelle couronnant une colline aux formes arrondies. Hâtant le pas dans sa direction, il ne tarde pas à remarquer sur le bord du chemin un étendard. Sur la longue bande d'étoffe, un chapelet de signes les invite à la lecture. Ces signes, comme le remarque Sanchen, ne sont qu'approximativement semblables à ceux utilisés dans l'empire de Cathay. Suffisamment toutefois pour qu'ils puissent en comprendre le sens. L'étendard souhaite bienvenue dans l'état de la pourpre. Pacaille, reniflant l'étoffe et secouant la tête, fait remarquer à son compagnon qu'il ne faut pas se fier aux bonnes paroles inscrites sur les oriflammes, rappelant le proverbe: méfie-toi des sourires des visages que tu ne connais pas. S'enchaînerie et fait à son tour remarquer que les chevaux ne manifestent aucune inquiétude. Eux ne savent point lire les signes, mais c'est dans l'air même qu'ils puisent leur savoir. Allons, conclut Pacaille, faisons confiance aux chevaux. Croisant un cavalier à la mine avenante, s'enchaîne le salue et l'interroge, lui demandant où il pourra faire viser ses documents de voyage. Vous tombez bien, répond l'homme. À cette heure, la cour est réunie. Profitez-en, notre roi malade reçoit volontiers lui-même les étrangers dans l'espoir de trouver parmi eux quelques guérisseurs. Dès la porte de la citadelle franchie, s'enchaîne abandonne son cheval à la gare de Pacaille, non sans lui faire maintes recommandations. Puis il va solliciter audience. Le roi le reçoit et lui demande si, malgré sa jeunesse, il n'a pas quelques connaissances médicales pouvant l'aider à retrouver la santé. Avec beaucoup de déférence, le jeune écuyer lui explique qu'il connaît bien les chevaux et sait les soigner, mais pas les hommes. Devant l'insistance du monarque, il le questionne sur la nature de sa maladie et il apprend qu'il s'agit d'une maladie de langueur. Elle a atteint le roi après que son épouse a été mortellement piquée par un scorpion. Ne sachant trop que dire, Sanchen prend congé en indiquant qu'il soumettra le problème à son compagnon de voyage. Peut-être lui, ajoute-t-il, aura quelques idées. À peine sorti du palais, Sanchen aperçoit un groupe d'hommes rassemblés autour d'un cheval sans maître. Il reconnaît Dago, apparemment très fier d'être ainsi admiré. Pas de doute, Pacaille a dû s'endormir, comme à son habitude, et oublier d'entraver le cheval. C'est bien ce qu'il découvre un peu plus tard. Je ne me suis assoupi que le temps d'un clin d'œil, explique le singe, la bouche encore pleine de bâillements. Mais Dago est le plus malin des chevaux. Il avait deviné que j'allais fermer l'œil avant même que j'y ai pensé, et il n'a pas laissé passer l'occasion d'une escapade solitaire. Laissons cela. J'ai à te parler du souverain. Ayant sagement écouté le discours de Sanchen et désormais complètement réveillé, Pacaille prend la parole. Les hommes sont décidément de curieux animaux. Voilà un souverain maître d'un royaume plein de richesses. Il lui suffit d'un regard pour qu'on lui apporte les meilleurs mets et les plus exquises boissons. Toute une population rend hommage à ses vertus, et parce qu'un de ses sujets le quitte, la nuit envahit sa tête. Il perd l'envie de boire et de manger. Le roi est malade parce qu'il a laissé s'échapper son souffle de vie, ce que tu appelles qui quand tu écris sur ton cahier. Toi, au contraire, tu as assez de qui pour aller au bout du monde. Tu en as pour toi, pour moi, qui t'accompagne comme ton ombre, pour deux, pour 10. Tu as dit pour deux, pour 10. Tu me donnes une idée. Laissant à nouveau Pacaille à la garde des chevaux, s'enchaîne à court chez le roi. Alors que dit ton compagnon demande le souverain anxieux. Il m'a fait comprendre que j'ai en moi le pouvoir de vous guérir. Explique-toi. De quelle médecine parles-tu? D'une médecine aussi invisible que l'air que nous respirons, mais aussi puissante que le vent d'Est.
d'une médecine qui nous pousse à vivre, à agir comme elle pousse la graine à devenir plante, le bourgeon à devenir feuille, la fleur à devenir fruit. J'ai en moi, m'a expliqué mon compagnon, une grande réserve de qui. C'est le qui me pousse à travers montagnes, fleuves et dangers. J'en ai pour 2, j'en ai pour 10. Alors si vous acceptez de recevoir de moi cet hommage, je vous en céderai un peu. Alors peut-être oublierez-vous le triste passé, laisserez-vous le balancement des saisons jouer avec votre corps, avec vos pensées, avec votre âme. Voilà bien une proposition inhabituelle. On m'a souvent prescrit des potions, des poudres, des onguents, que sais-je encore, mais jamais de ces choses immatérielles dont tu parles. Et voici qu'à t'entendre, je me sens séduit par la musique de tes mots. Je me sens déjà changé un peu. Alors pourquoi refuser ton offre généreuse? Je donne immédiatement des ordres pour qu'on vous installe, toi et ton compagnon, tout près de moi. Vous serez mes invités en ce palais aussi longtemps qu'il vous plaira. Le soir venu, les deux voyageurs se retrouvent devant une table richement garnie, et le gourmand Pacaille, tout à sa dégustation, on oublie, pour une fois, de plaisanter. Le lendemain, dès le lever du jour, le chambellan les introduit auprès du monarque malade, puis s'éloigne sur la pointe des pieds. Pacaille, après avoir fait une profonde révérence, s'installe au fond de la pièce, dans une posture de grande méditation, et ne dit mot. S'enchaîne demande au souverain l'autorisation d'ouvrir les rideaux et d'éteindre les torches, afin de permettre aux lueurs de l'aurore de venir visiter les appartements royaux. Puis, sortant de sa besace le cahier à couverture rouge, il lit le court poème qu'il y a calligraphié la veille, intitulé Premier jour d'automne, laissant couler sa voix tel un fleuve assagi. Dans les étangs de jade, les euphorbes laissent tomber leurs feuilles d'or. Les stores de bambou, déroulés le long des fenêtres, recueillent les perles d'une tendre rosée. Les hirondelles, devinant l'approche des frimas, quittent leur haute résidence, volant en rang serré. Les oies sauvages balayent d'une ombre légère la tête des hommes. Et ceux-ci relèvent gravement la tête pour mieux contempler le ciel. Le roi écoute en silence ces paroles, aussi précieuses pour lui que les perles de jade évoquées par le poème. Il trouve dans le chapelet des mots si ingénument égrenés par le jeune poète, l'amorce d'un chemin inconnu sur lequel il se sent irrésistiblement entraîné. Il trouve dans cette musique si pure, si simple, une invitation à danser avec les jours et les saisons, les joies et les peines. Quittant son fauteuil sans l'aide de personne, il va vers la fenêtre et longuement sans dire mot, il regarde le soleil d'automne se lever. Les jours suivants, les deux amis offrent au souverain une séance qui, bien vite, prend l'allure d'un cérémonial. Pacaille en profite pour réviser tout son savoir-faire en matière de sauts périlleux et de tours de prestidigitation. S'enchaîne, lui, moins exubérant, se contente de laisser sortir de son cœur toute la poésie qu'il y a emmagasinée depuis son plus jeune âge. Tantôt il chante en mots choisis l'harmonie immuable des étoiles porteuses de la destinée des hommes, tantôt il évoque le vol des oies cendrées, plus voyageuses que les plus voyageurs des hommes. Quand arrivent les premiers frimas de l'hiver, la santé du roi a fait de tels progrès qu'il abandonne toute autre médecine. Pendant encore le temps d'une lune, S'enchaîne et Pacaille continuent leur séance matinale. Mais le jeune écuyer médecin sent bien qu'elles sont moins ferventes qu'autrefois et qu'il y prend lui-même moins le plaisir. Un matin, S'enchaîne se présente seul devant le monarque, les mains vides, la voix pleine d'émotion. Il relate au roi son rêve de la nuit. Il y a vu, par 3 fois, des oies sauvages faisant route vers l'Occident. Par 3 fois, il a entendu la voix de son père adoptif lui racontant l'histoire de l'homme qui, parce qu'il s'interdisait de rêver, avait oublié de vivre. Ces signes, ajoute-t-il, me disent que nous devons vous quitter, malgré toute l'affection filiale que votre bonté a fait naître en nos cœurs. Nous y autorisez-vous? Le souverain garde le silence un long moment avant de répondre.
Votre départ, dit-il enfin, créera un vide dans mon existence, comme l'avait fait le départ de ma chère épouse vers l'autre monde. Mais désormais, grâce à vous, je saurai faire face à ma solitude sans sombrer dans le désespoir. Oui, le temps est venu de nous séparer, cher Sanchen, à qui je dois tant. Tu possèdes en toi trop de qui pour n'en pas faire meilleur usage. Pardon, partez donc, toi et ton malicieux compagnon. Je suis sûr que les étoiles dont tu m'as si souvent parlé sauront guider vos pas vers l'aventure, quand vos sourires ont accompagné les miens vers la vie retrouvée. Tu vois, tu m'as appris à m'exprimer moi aussi, comme s'expriment les poètes. Laisse-moi t'embrasser.